Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Mon invitée aujourd'hui est Oriane Koff, diététicienne et naturopathe à Paris dans le 19e arrondissement. Après une formation en diététique, Oriane complète son cursus avec la naturopathie et la micronutrition, qui lui permettront notamment de proposer un accompagnement global autour de l'hygiène de vie, intégrant différentes dimensions comme l'alimentation, la qualité du sommeil, la gestion du stress ou encore l'exercice physique. Oriane nous explique comment l'alimentation détermine notre bien-être général, de l'importance de réapprendre à manger, en conscience, et du rôle du microbiote dans notre santé. Elle nous partage ses outils, et elle en a plus d'un, et bonnes pratiques pour une vie équilibrée dans nos assiettes et en dehors. Très belle écoute à tous. Bonjour Oriane. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode dans lequel on va parler diététique et naturopathie. Merci de me recevoir. Alors dans cet épisode, on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes, de l'alimentation, de son lien avec notre santé, notre bien-être. Mais avant ça, je voulais qu'on commence par parler de vous et de ce qui vous a amené aujourd'hui à ce métier de diététicienne naturopathe. Alors j'ai commencé par découvrir la diététique avant les études en tout cas de naturopathie. J'ai grandi dans une famille qui faisait beaucoup tout son potager, qui avait un grand jardin avec des arbres fruitiers, beaucoup de légumes, de plantations. Et du coup, un peu naturellement, je me suis intéressée du coup à la cuisine, à la nourriture, à la bonne nourriture. Et j'ai également une demi-sœur qui a développé un diabète de type 1 lorsqu'elle était petite. Et donc, j'ai aussi connu, par le biais de cette pathologie, la diététique thérapeutique. La diététique adaptée à certaines pathologies, notamment là, le diabète. Et voilà, du coup, j'ai été intéressée par le fait de me former en diète. Donc j'ai fait mes études et j'ai passé donc mon diplôme de diététicienne. Et ensuite, quelques années après, j'avais en fin de compte envie d'élargir un petit peu ma vision. La diététique est passionnante. Mais du coup, on reste vraiment sur la partie alimentaire. Et j'ai découvert la naturopathie par le biais du fait de voir vraiment, d'avoir une vision un petit peu plus globale de la personne. Et c'est ce qui m'a plu, en fin de compte, c'est le fait d'avoir cette casquette de diététicienne, mais aussi de pouvoir accompagner les gens de manière un peu plus holistique. Et la naturopathie apporte ça, étant donné que c'est un domaine d'activité où on va s'intéresser du coup à l'alimentation, mais également au sommeil, à l'activité physique, à la respiration, voilà, à de nombreuses choses qui vont permettre d'accompagner une personne dans sa globalité. Et donc c'est ce qui m'a intéressée en naturo. Et donc je me suis formée à la naturopathie. Et puis ensuite j'ai fait diverses autres formations, et notamment la dernière qui est dans le domaine de la diététique, qui est la micronutrition, où là c'est un domaine d'activité où on va non plus uniquement voir tout ce qui est macronutriments, donc ce dont on entend parler beaucoup, donc les glucides, les lipides, les protéines, qui sont les macronutriments énergétiques. Et en fait, la micronutrition, c'est un domaine où on va s'intéresser aux micronutriments, qui sont des petites molécules, mais qui sont non énergétiques, mais qui ont toute une importance dans notre organisme pour que nos cellules fonctionnent de manière optimale. Et voilà, donc du coup j'ai trouvé ces trois domaines très complémentaires entre la diététique, la naturopathie et la micronutrition.
Très clair, merci. Donc justement, on va entrer dans le détail de ces trois domaines, Oui. vos cordes à votre arc. Autant je pense que les gens comprennent bien ce qu'on met derrière diététique, autant naturopathie, micronutrition, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus obscur. Est-ce qu'on pourrait se redéfinir justement ce que c'est que la naturopathie, la diététique, ce qui les différencie et finalement en quoi il y a une forme de complémentarité dans votre discipline? Oui. Alors la diététique, donc c'est vraiment la prise en charge nutritionnelle, accompagnement nutritionnel d'une personne. On peut travailler avec des personnes dites bien portantes ou dans le cadre de pathologies, auquel cas on va avoir des prescriptions médicales qui vont nous demander d'accompagner une personne notamment diabétique ou qui a du cholestérol ou une insuffisance rénale ou tout problème cardiovasculaire par exemple, etc. Donc là on peut avoir un impact alimentaire au niveau d'une pathologie, ou alors accompagner ce que l'on appelle les patients bien portants, donc une femme enceinte, un sportif, un enfant en croissance, etc. Voilà, ça c'est le domaine diète. Au niveau de la naturopathie, on est sur de la prévention d'hygiène de vie. C'est-à-dire que, donc, comme ce que je disais juste avant, en fin de compte, il y a toute une partie d'accompagnement global de la personne où on va essayer de permettre d'optimiser finalement les capacités physiologiques de la personne avec des techniques naturelles. Donc il y a un biais alimentaire, ce qui se rejoint du coup avec la diète, mais il y a tout un aspect respiration, technique respiratoire, activité physique, proposer différentes activités physiques, améliorer la qualité du sommeil, accompagner aussi par le biais notamment de massage ou alors avec l'accompagnement de plantes, notamment en phyto, par l'utilisation en aroma, d'huile essentielle, de choses comme ça, que ce soit en olfaction ou autre. Donc c'est ces différents outils et techniques qui vont permettre d'accompagner une personne pour qu'elle soit le plus en santé possible. Voilà. Et puis le domaine de la micronutrition, donc c'est ce que je redisais juste avant. Là, on est plus sur l'optimisation des micronutriments de l'organisme, donc ce qu'on va trouver dans l'assiette, mais aussi par le biais notamment de temps en temps de compléments nutritionnels s'il y a besoin, pour optimiser donc les micronutriments. Alors les micronutriments, c'est les petites molécules, ça peut être par exemple le calcium, le magnésium, le fer, le zinc, voilà, tous ces micronutriments qui sont essentiels pour que l'organisme, les cellules fonctionnent bien. Et puis il y a un aspect aussi dans la micronutrition, c'est aussi s'intéresser au microbiote. Le microbiote qui représente en fin de compte les bactéries qui peuplent notamment notre ventre, parce qu'il y a un microbiote cutané, on a différents microbiotes, mais on s'intéresse notamment au microbiote intestinal, donc les bonnes, voire les mauvaises, s'il y en a, bactéries qui peuplent nos intestins. Et l'impact que va avoir ce microbiote sur notre santé. On va justement reparler après du microbiote. Donc ce que je comprends, c'est qu'on a à la fois une approche préventive, mais également qui peut être curative dans le cadre de certaines pathologies, en diététique notamment. Pour accompagner le rétablissement. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec le corps médical? Est-ce qu'il y a des ponts qui s'opèrent ou est-ce qu'on est encore sur des domaines assez scindés? Alors, en diététique, il y a des vrais ponts qui s'opèrent, bien évidemment. On travaille en lien avec d'autres thérapeutes, mais également avec les médecins, donc qui peuvent nous faire des prescriptions nutritionnelles pour qu'on accompagne leurs patients. Ensuite, les patients peuvent venir d'eux-mêmes pour un rééquilibrage alimentaire, pour tout un tas de raisons diverses et variées, mais il y a un vrai lien, en tout cas, qui est fait avec le corps médical. En naturopathie, c'est beaucoup plus délicat, étant donné que c'est pas du tout c'est pas un diplôme reconnu par l'État. Et c'est bien ça qui pose problème, c'est que on peut faire un peu tout type de cursus et se dire naturopathe. La profession n'est absolument pas cadrée et encadrée, et donc du coup, on en arrive potentiellement à des dérives comme on a pu voir d'ailleurs récemment,
où il va y avoir des conseils qui vont être donnés de manière complètement abusive et avec dépassement complètement de ce que doit être à la base un naturopathe qui doit accompagner, prévenir et être dans l'hygiène de vie. Et voilà, donc en ce sens, il y a plus de difficultés de faire le pont entre le corps médical et la naturopathie, mais en soi, il y a un vrai intérêt. Quand un naturopathe aussi sait connaître ses limites et puis les respecter, il y a un vrai lien qui est possible et qui me paraît être vraiment ultra nécessaire pour le bien-être des patients de pouvoir être en lien entre les médecins, les diètes, les naturopathes, pour accompagner dans un même objectif de santé une personne. Étant donné que la naturopathie voit vraiment la personne dans sa globalité, c'est ça qui est super intéressant. Et justement, c'est vrai que cette notion d'accompagnement global est vraiment intéressante. Ouais. Quel changement vous opérez avec les personnes qui viennent vous voir, que ce soit au niveau de leur corps, de leur esprit, de leur mental? C'est quoi les grandes mécaniques qui se mettent en place du coup quand on fait cet accompagnement global au-delà de l'alimentation et du rééquilibrage alimentaire? Vous avez cité quelques exemples autour du sommeil. La respiration beaucoup. Ouais, beaucoup. Je me rends compte que les exercices respiratoires aident beaucoup et que finalement dans notre quotidien, on oublie beaucoup de respirer. On est beaucoup sur des respirations hautes, thoraciques, et on oublie de prendre le temps de respirer, de bien respirer, et que ça va venir potentiellement nous apaiser. La respiration aide beaucoup, donc je le mets pas mal en pratique en consultation. Effectivement, essayer d'améliorer la qualité du sommeil parce que si on n'a pas un bon sommeil, ça va venir impacter de nombreuses choses, notamment notre métabolisme de base au niveau nutritionnel, mais aussi notre irritabilité. Il peut y avoir aussi des compensations alimentaires qui vont se faire pour essayer de rechercher, dans une recherche d'énergie, en fin de compte, on peut mettre des aliments beaucoup moins intéressants dans l'assiette à ce moment-là. Donc oui, souvent, l'axe premier ensuite va être sommeil, les axes premiers, sommeil, respiration et activité physique. C'est les trois autres, gros domaines. Il y a une expression que je trouve assez intéressante, on parle souvent de manger ses émotions. Oui. Est-ce que du coup, ces outils-là, de respirer, d'être plus en conscience, permettent justement de moins manger ses émotions, de moins manger de manière irraisonnée ou de manière automatique et d'être plus en conscience dans ce qu'on mange? Alors oui. Entièrement d'accord. C'est quelque chose que j'essaie beaucoup de mettre en place dans mes pratiques, parce que moi je m'y suis intéressée d'une part personnellement et puis les études aussi le montrent beaucoup. C'est que le fait de mettre des exercices respiratoires en pratique dans son quotidien et notamment avant les repas va venir impacter positivement les prises alimentaires et notamment l'alimentation émotionnelle. Je pense notamment, donc ça peut être des exercices de respiration type mindful, donc pleine conscience, mais notamment aussi la cohérence cardiaque que je propose assez régulièrement en consultation parce qu'il y a des vrais bons retours et les études ont commencé à montrer ça aussi, c'est que la mise en place d'exercices respiratoires de cohérence cardiaque, donc c'est des petits exercices de 5 minutes où on va suivre une petite boule en fait qui va monter, descendre et en fait lorsque la petite boule monte, on va inspirer, lorsque la petite boule descend, on va expirer et c'est ça, on se fait des petites sessions de 5 minutes. Ça permet de réguler le rythme cardiaque notamment, donc en cardiologie c'est proposé en ce sens, la tension artérielle et le rythme cardiaque vont être plus équilibrés et ça vient aussi apaiser le système nerveux et donc on va être par la suite moins enclin à se tourner vers l'alimentation pour venir compenser nos émotions. Et aussi, le fait de faire ces exercices respiratoires va aussi naturellement nous permettre de se poser, de prendre un peu de temps pour soi
et d'être à l'écoute de son corps, ce qu'on fait assez peu finalement dans notre quotidien, le fait de s'asseoir et de faire un petit bilan, un mini bilan de quelques minutes sur comment on se sent. Est-ce qu'il y a une boule dans la gorge? Est-ce qu'il y a une tension à l'épaule droite, à l'épaule gauche? Est-ce qu'il y a une douleur quelque part? Est-ce que je respire plutôt en respiration haute ou ventrale, etc. Et le fait de faire ce mini bilan va nous permettre ensuite d'être plus à même de ressentir les signaux d'appétit, les signaux de satiété, de moins être dans le mode automatique de l'alimentation et voilà, d'être moins être en train de manger parce qu'il y a plein de nourriture dans l'assiette, parce qu'il est l'heure, parce que c'est social, etc. On va être plus à l'écoute de soi et donc manger de manière plus juste et des quantités plus justes aussi. Voilà, donc c'est très très intéressant et important ces respirations, ces exercices respiratoires. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez, on est souvent effectivement dans ce mode automatique. Oui, tout à fait. Dans le manger en conscience, donc on a parlé de l'avant, de la respiration, est-ce que dans la façon aussi dont on mange, donc effectivement pas manger trop vite, ingurgiter, il y a des choses qu'on doit changer dans la façon même dont on mange, dont on mastique? Oui, la mastication. Parce que souvent on gobe en fait son repas, sûr. Notamment quand on travaille, on Bien va sûr. aller très vite. Et forcément, on dit que plus on mange vite et moins on arrive à satiété rapidement. Bien donc, sûr. Oui, parce qu'il faut un temps au cerveau pour recevoir les signaux de la satiété, déjà, les recevoir. Et puis, la mastication va aussi nous aider à mieux digérer, déjà, parce que, d'une part, la prédigestion, notamment de certains glucides, se fait au niveau de la bouche, grâce à différents enzymes. Donc, du coup, il y a cette première étape. Il y a aussi le fait qu'on va avoir cette phase mécanique qui va, du coup, permettre de réduire en bouillie la nourriture et donc d'avoir de moins grosses molécules qui arrivent au niveau de l'estomac. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de dents au niveau de l'estomac, donc du coup, c'est juste un brassage qui se fait. Donc, si on apporte des grosses molécules, du coup, on met beaucoup de temps à digérer. Et puis ensuite, ces grosses molécules, elles vont arriver au niveau intestinal, ce qui va créer des ballonnements, de la fatigue après les repas, des troubles digestifs finalement. Et le fait de manger extrêmement rapidement va faire qu'on va pouvoir manger des quantités astronomiques sans se rendre compte qu'on n'a plus faim en fin de compte. Et donc, dans un objectif notamment de manger de manière juste et selon nos besoins, si on mange vite, finalement, on n'est pas du tout à cette écoute-là et on peut manger double ou triple portion sans se rendre compte qu'on n'a plus faim. Donc oui, la mastication est essentielle et je pense qu'il ne se passe pas une seule consultation sans que je ne parle de l'importance de la consultation. Sinon, c'est que vraiment, je suis très, 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 très et trop fatiguée. Donc, l'importance de respirer, de prendre le temps de manger, de prendre le temps de mastiquer ces éléments, d'être à l'écoute de son corps en conscience, c'est noté. Vous avez parlé du microbiote, je voudrais qu'on revienne sur ce concept. Alors déjà, réexpliquons ce que c'est que ce microbiote et pourquoi il est clé dans notre santé, dans notre bien-être et pourquoi on n'est pas tous égaux à la naissance avec le microbiote. Oui. Alors donc le microbiote, c'est les différentes bactéries qui vont peupler, le microbiote intestinal, qui vont peupler du coup nos intestins, qu'on retrouve donc principalement au niveau intestinal. On va être tous différents. Pourquoi ? Parce que quand on est, notamment quand on est par voie basse, on va passer, le bébé passe par la voie vaginale de la maman et donc va, avec son nez, sa bouche, être en contact avec le vagin de la maman et commencer son premier ensemencement du tube digestif par voie vaginale. Et ensuite, il va l'entretenir, notamment grâce à s'il y a un allaitement ou non, donc par l'allaitement. Et puis au cours des premiers mois de vie, c'est là où ça va vraiment s'ensemencer fortement. À l'inverse, si un bébé ne naît pas par voie basse, mais par césarienne, la première flore qui va ensemencer le bébé né par césarienne, ça va être la flore environnementale et non pas la flore vaginale de la maman. Et qui est, en tout cas avec le recul des études, qui est de moins bonne qualité, la flore environnementale que la flore vaginale. Et du coup, les études ont pu mettre en lien le fait que
la flore est de moins bonne qualité, et un enfant né par césarienne va avoir tendance, en étant adulte, à avoir plus que de risques de certaines pathologies ou immunitaires, ou de surpoids ou d'obésité. Voilà, il y a des facteurs de risque qui sont plus importants de par ce microbiote de base qui va être différent. En fin de compte, c'est la base. On va venir établir une base par le biais de notre naissance, qu'elle soit par voie basse ou par césarienne. Et ensuite, du coup, on va entretenir ou non cette bonne flore ou cette mauvaise flore au fur et à mesure du temps, par notre alimentation, par notre hygiène de vie, par la prise ou non de certains médicaments qui vont venir faire fluctuer notre microbiote intestinal. Donc il y a cette première base et ensuite, qui n'est pas forcément une fatalité en soi, parce que qui est une base, voilà, qui est une grosse base sur laquelle ensuite on va venir poser des briques. Oui. Et je pensais au concept d'épigénétique dont on parle régulièrement sur comment nos gènes de départ vont venir évoluer au contact de la société, au contact de l'environnement, de l'alimentation. Tout ça, finalement, j'imagine que ça construit, ça fait évoluer notre microbiote tout au long de la vie. Oui, notre microbiote aussi, lui aussi, évolue au fur et à mesure du temps. Il y a une base qui est présente, mais effectivement, en fonction de notre mode de vie, si on a un mode de vie complètement anarchique, avec un mauvais sommeil, une alimentation complètement déstructurée, beaucoup de stress, de pollution, beaucoup de certains médicaments à prise régulière, vont avoir un impact négatif sur notre microbiote. À l'inverse, si on l'entretient par une bonne alimentation, un sommeil de qualité, le fait de venir chouchouter finalement ce microbiote, va venir l'optimiser et lui donner la manière d'être le plus en qualité possible. Ce microbiote, qu'est-ce qu'il détermine en nous, sur nos émotions, sur notre bien-être? En quoi c'est un élément clé finalement de notre santé? Alors, il vient déjà nous permettre de digérer ce microbiote. Il va, en fin de compte, du coup, c'est quand il y a les bonnes bactéries, ça évite aux mauvaises bactéries de pouvoir s'implanter. Au niveau de la paroi intestinale, certaines bonnes bactéries vont pouvoir permettre aussi de créer du mucus qui va protéger nos intestins, créer certains métabolites, notamment des acides gras à chaîne courte, qui vont avoir des rôles plutôt anti-inflammatoires, etc. Donc il va y avoir tout un rôle de cette bonne flore qui va venir nous aider à digérer, mais aussi améliorer potentiellement aussi notre santé, parce que les études ont pu mettre en lien le fait que certaines bactéries ou certains déséquilibres de bactéries vont être en lien avec différentes pathologies. Notamment, il serait envisagé que différentes bactéries pourraient être en lien avec l'impact d'un surpoids, d'une obésité, avec certaines maladies de santé mentale. Donc finalement, ce microbiote impacte non pas que la digestion, mais de manière beaucoup plus importante en fin de compte. Et notre immunité aussi, à 80%, se trouve au niveau intestinal. Donc si on entretient bien aussi notre flore intestinale, on va venir soutenir notre immunité. Si on veut s'occuper de notre immunité, commençons par se tourner vers notre microbiote et le chouchouter un maximum, quoi. L'écrivaine Julia Sanders a écrit un livre très intéressant sur le microbiote intestinal qui s'intitule « L'intestin, notre deuxième cerveau ». C'est très chouette, ce livre. Très chouette comme livre, c'est assez intriguant comme titre. Pourquoi on dit que finalement l'intestin, c'est une sorte de deuxième cerveau? Qu'est-ce que ça dit de lui? Déjà parce qu'on a de nombreux neurones. Alors, je ne sais plus si on en a plus ou autant que dans le cerveau, mais on en a vraiment beaucoup. Et puis parce que du coup, certaines bactéries vont produire différents métabolites, mais vont aussi créer, soit avoir plutôt des rôles pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, ce qui va venir générer du stress ou non, et venir impacter les humeurs notamment. Donc c'est pour ça les chercheurs se sont aperçus que ça impacte vraiment toute notre qualité de vie finalement au niveau intestinal. Donc
fait d'avoir un microbiote intestinal déséquilibré, du coup, impacte nos émotions. Oui, nos émotions. Peut-être des émotions un peu plus négatives, du stress. Il y a même des recherches, visiblement, qui focalisent leur effort sur l'intestin, parce que l'intestin, le confort intestinal permettrait aussi de guérir certaines pathologies, notamment Parkinson. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Donc, finalement, ça va assez loin, le lien entre microbiote intestinal et bien-être, mais santé physique et mentale au santé global. avec différentes pathologies, effectivement. Alors, je me permettrai pas d'acquiescer ou non parce que je suis pas chercheuse et je n'ai pas fait d'études en ce sens, mais j'ai pu en tout cas en lire et visiblement, effectivement, certaines pathologies, notamment Parkinson ou des maladies neurodégénératives ou des maladies type dépression ou autres, vont avoir des facteurs de risque par un microbiote plutôt déséquilibré. Il s'agirait en fin de compte d'un déséquilibre de certaines bactéries. Il y aurait certaines bactéries soit en excès, soit à l'inverse complètement absentes dans le microbiote de certaines pathologies, enfin retrouvées ou pas dans le microbiote de certaines personnes avec différentes pathologies. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a beaucoup de recherches en ce sens, parce qu'on se rend compte de l'importance de notre microbiote et de le préserver et vraiment qu'il soit le plus varié possible et avec certaines catégories de population bactérienne. Et d'ailleurs, comment on mesure la qualité de notre microbiote ? Il me semble qu'il y a quelques années, il y a des tests qui ont émergé et qui permettaient de jauger la qualité de son microbiote. Oui, alors effectivement, il y a des différents laboratoires qui proposent de faire une analyse de son microbiote. Voilà, c'est des laboratoires où on va donner des échantillons de sel et ils vont faire tout un examen, notamment de métagénomique, avec analyse pour voir quelles sont les bactéries présentes et aussi les bactéries absentes du microbiote de la personne. Ce qui va pouvoir donner des informations à la personne, notamment d'hygiène de vie, quel type alimentaire privilégier pour augmenter certaines catégories de population bactérienne. Ou à l'inverse, avoir certaines antibiothérapies par des médecins, proposées par des médecins pour limiter certaines bactéries pathogènes si elles sont présentes. Alors vous, quels sont les motifs principaux pour lesquels on vient vous voir ? Alors quand c'est les patients qui viennent d'eux-mêmes, il y a beaucoup de fatigue chronique. Beaucoup de fatigue chronique, des gens qui sont fatigués ou alors ont des troubles du sommeil, des personnes qui aimeraient apprendre à s'alimenter, des équilibres alimentaires en fin de compte, des gens qui soit qui ne prennent pas le temps forcément de bien s'alimenter, soit qui ont aussi qui entendent beaucoup d'informations et qui sont complètement perdus dans cette jungle nutritionnelle et qui aimeraient faire le point, savoir comment optimiser leur alimentation. Voilà, fatigue, équilibre alimentaire, c'est le top 2. Je suis aussi différents patients, notamment dans des objectifs de perte de poids, mais aussi à l'inverse de prise de poids. J'ai accompagné de nombreuses années des patients dénutris et donc voilà, j'ai pas mal de patients aussi qui viennent me voir, soit pour dénutrition ou alors juste parce que ils ont un métabolisme rapide et beaucoup de stress, de nervosité, ce qui vient impacter leur poids et négativement, donc avec perte de poids, fonte musculaire, etc. Beaucoup aussi ici dans mon top 3 du coup, des troubles digestifs, des maux de ventre. Beaucoup de personnes qui viennent me voir, alors soit par stress, soit par maldigestion ou autre. Personnes qui ont de digestion difficile, des maux de ventre réguliers, des côlons irritables, etc. Ouais. Oui, le fameux côlon irritable. Le fameux côlon irritable. dont beaucoup de monde souffre en fait, plus qu'on ne croit finalement. Oui. Beaucoup de patients, quand je pose mes questions en anamnèse, c'est vraiment rare dans la patientèle qu'on me dise que la personne digère bien, quoi, ou alors n'est pas ballonnée, ou n'a pas des douleurs de ventre, ou des alternances, diarrhée-constipation, des choses comme ça. En fin de compte, beaucoup de patients avec des troubles digestifs. Ouais.
Et comment se passe une consultation, alors type diététique, naturopathie? Comment ça se déroule avec vous, typiquement? Je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Souvent, les gens sont assez surpris parce que je pose vraiment beaucoup de questions et totalement loin de l'alimentaire. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce que cette enquête vous permet, vous, de récolter comme info? En fait, je récolte tout un tas d'infos sur l'hygiène de vie, finalement, de la personne, et puis connaître ses antécédents, notamment ses antécédents médicaux, etc., bien évidemment, mais aussi ses antécédents familiaux, sa manière de vivre, ses habitudes de vie, sa digestion, aussi le stress qui va être ressenti, le sommeil, comment est le sommeil. Bien évidemment, il y a aussi une grosse enquête alimentaire. On parlait tout à l'heure du microbiote, mais la manière dont la personne va être née, notamment par voie basse ou par césarienne, si la personne a été allaitée ou non. Voilà, l'important, c'est le temps que la personne va accorder aussi à son alimentation, si la personne fait elle-même ses repas ou pas, si elle prend le temps de mastiquer ou pas. Voilà, je pose vraiment beaucoup de questions. Le bilan va durer plus d'1 heure, donc où ça va être un échange pour me permettre de connaître, en fin de compte, un petit peu plus, en fait, faire un état des lieux de la personne que j'ai en face de moi, pour pouvoir l'accompagner au mieux et puis adapter au mieux aussi mes conseils. Parce que le but, c'est vraiment d'individualiser un maximum mes conseils et non pas d'arriver et de donner des conseils. Alors, il y a des conseils bien évidemment généraux, notamment la mastication et le fait de manger des légumes, par exemple. Je vais souvent le préconiser. Mais il y a des choses très, très individuelles, et donc c'est pour ça que c'est important de connaître la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et donc ensuite adapter du coup votre stratégie thérapeutique de manière personnalisée en fonction de l'objectif, j'imagine. Voilà, oui, ça dépend aussi, et des conditions et de l'historique de la personne. Ouais. Et une fois que vous avez fait ça, comment vous construisez justement votre recommandation, votre programme un peu thérapeutique? Du coup, ensuite, je vais avoir différents axes, donc un axe principal alimentaire, et puis ensuite, je vais venir conseiller d'autres choses, donc que ce soit la respiration, potentiellement un accompagnement phyto ou autre, pour optimiser. Alors, on peut réexpliquer ce que c'est que la phytothérapie? Oui, alors c'est l'utilisation des plantes, que ce soit sous différentes formes, ça peut être sous forme d'infusion, d'aromathérapie, donc les huiles essentielles, d'hydrolat aussi. C'est la partie aqueuse lors de la distillation des huiles essentielles. Les hydrolats, donc, sont cette partie aqueuse où il va y avoir quand même les propriétés de la plante, mais avec un aspect beaucoup plus doux et beaucoup moins contre-indiqué que de nombreuses huiles essentielles. Donc ça peut être proposé de manière plus large, notamment plus facilement aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, avec beaucoup moins de contre-indications que les huiles essentielles. Voilà, la phyto peut être un très bon accompagnement dans certaines prises en charge. Voilà, il peut y avoir des propositions de massage aussi. Quel type de massage en l'occurrence? Alors, moi je fais plus des massages bien-être, parce qu'il peut y avoir des massages de réflexologie, mais que je pratique pas particulièrement, parce que faut vraiment des formations particulières et je me suis pas formée en plus. Mais des massages bien-être, donc pour venir vraiment apaiser le système nerveux, et si la personne a des problèmes de sommeil, de stress important, voilà, dans le cadre d'un accompagnement, notamment en naturopathie, je peux proposer des massages de manière ponctuelle. Voilà, mais voilà, c'est toute un écosystème d'outils en fait, tout un tas d'outils. Oui, parce que finalement on a la respiration avec la cohérence cardiaque, l'activité physique, vous avez parlé d'aromathérapie, de phytothérapie, donc finalement vous avez une mallette d'outils que vous pouvez adapter en fonction des besoins. Exactement. En fait, je pioche selon la personne que j'ai en face de moi, selon mon ressenti, mais selon son motif de consultation à la base. Voilà, je vais aller proposer, m'adapter en fonction aussi de ce que va me dire le patient, parce que c'est un travail qu'on fait ensemble. Je fais des propositions et la personne, ça va lui convenir ou non. Et donc c'est pour ça que les consultations de suivi sont importantes. C'est qu'au fur et à mesure des consultations, on va un peu plus dans le détail. On se dit, voilà, ça, Oriane, ça fonctionne, ça fonctionne pas, et je m'adapte pour que ça convienne le mieux à la personne que j'ai en face de moi, pour
dans un objectif, en fin de compte, d'améliorer son motif de consultation. Oui, parce que finalement, il y a quand même des affinités. Certains vont avoir plus d'affinités avec le massage, par exemple, oui. ou d'autres que alimentaires. D'autres vont être très alimentaires ou oui. exercice physique, j'imagine. Exactement. Donc, ok, c'est très Donc c'est vraiment piocher. Oui. Et puis, bien évidemment, déléguer. Déléguer parce que j'ai mes limites. Et donc, de travailler avec d'autres thérapeutes, c'est essentiel, que ce soit avec des kinés, des ostéos, des hypnothérapeutes, des médecins, bien évidemment. Voilà, c'est pouvoir déléguer et proposer des accompagnements avec d'autres médecins ou d'autres thérapeutes quand moi j'atteins mes limites, ou alors pour faire un travail vraiment à plusieurs dans un objectif d'améliorer au mieux la personne, quoi. Et comment vous faites en sorte que ces conseils soient vraiment pérennes et qu'ils soient intégrés dans le quotidien et pas juste de manière ponctuelle? On se dit, voilà, là j'ai envie d'être moins stressée ou perdre du poids, je le fais maintenant, et ensuite dans un mois, boule de neige. Ouais. Alors ça dépend vraiment du patient que j'ai en face de moi. J'ai des patients qui ont besoin de prendre le temps. Et donc, dans ces cas-là, on va mettre assez peu d'objectifs d'un coup, parce que si on met trop de choses d'un coup, la personne, ça va la perturber et ça va pas être pérenne. Et pour certaines personnes, voilà, on va se donner 1, 2, 3 objectifs pour ancrer les choses dans une routine petit à petit, mais petit pas par petit pas. À l'inverse, j'ai d'autres patients qui sont prêts du jour au lendemain à venir un peu révolutionner leur vie parce que c'est leur demande. Ils veulent vraiment mettre beaucoup de choses en place. Et je vais m'adapter aussi. C'est pour ça que c'est génial d'avoir toutes ces infos. C'est que si la personne a vraiment envie d'aller très fort d'un coup et qu'elle a envie de faire durer ça dans le temps, et dans ces cas-là, moi je vais donner un maximum de conseils possibles. Mais voilà, c'est vraiment s'adapter dans un objectif de faire les choses dans la durée. Le but, c'est pas d'aller tenir soit un régime alimentaire, soit des changements de respiration ou autre pendant 2 semaines, 3 semaines et revenir à ses anciennes habitudes. Le but, c'est vraiment d'ancrer les choses dans le long terme pour optimiser son hygiène de vie, en fin de compte. Pour être le plus en santé possible. Donc ça se fait sur le long terme, ça se fait pas sur 2 semaines. Il y a pas j'ai pas dans ma trousse à outils, j'ai pas d'aliments ou d'outils miracles qui va venir révolutionner les choses. Et j'ai d'ailleurs des fois cette difficulté-là, c'est que des fois j'ai des patients qui viennent en pensant que j'ai une baguette magique. Je n'en ai pas. Je cherche dans mon sac tous les jours. Je ne trouve pas encore. Pas encore. Mais c'est important, voilà, de se rendre compte que c'est un travail sur le long terme et d'hygiène de vie vraiment globale. Oui, il y a vraiment un chemin à parcourir ensemble et vous jaugez au départ si la personne qui vient vous voir, quelle est la marche qu'elle est prête à franchir ou pas et dans quelle... Et je demande vraiment, ça parce que mon but c'est de m'adapter au mieux. Donc si je vais aller donner plein de conseils et que finalement la personne ça la bloque, on est embêté. Donc j'essaie vraiment que le dialogue soit le plus clair possible pour m'adapter au mieux. Et voilà. Ouais. Alors, j'entends qu'il n'y a pas d'aliment miracle dans notre alimentation. En revanche, moi, j'aimerais bien savoir que vous nous donniez, comme ça, 2-3 aliments qui sont vraiment intéressants d'un point de vue, en tout cas dans le cadre de vos programmes ou d'un point de vue nutritionnel, et qu'il est intéressant d'avoir dans son assiette régulièrement, et peut-être des aliments qu'on ne soupçonne pas, justement. Oui. C'est vrai que j'ai des petits chouchous quand même. Alors, donnez-nous vos petits chouchous. J'ai des petits chouchous dans mes consultes, effectivement. Déjà, les végétaux de manière générale, les légumes, les fruits, je vais en proposer de manière vraiment systématique, à moins qu'il y ait vraiment une pathologie digestive qui contre-indique les fibres ou autres. Sinon, vraiment, la consommation de légumes au quotidien va être importante, de fruits aussi. Donc ça, faut toujours le retrouver dans son assiette. J'aime beaucoup conseiller les aliments probiotiques. Donc en fin de compte, ce sont des aliments qui vont apporter des bonnes bactéries et venir naturellement ensemencer notre microbiote intestinal. Et ça, d'en apporter au quotidien, ça vient apporter cette information et puis permettre finalement du coup que ces bonnes bactéries prennent la place des potentiels, ne laissent pas la place aux potentielles bactéries pathogènes. Donc les aliments probiotiques au quotidien, ça va être
Notamment, alors bon, il y a le yaourt qu'on connaît tous, je pense. N'importe quel type de yaourt? Alors, ça peut être des yaourts au lait de vache, lait de brebis, les végétaux aussi. Les végétaux aussi également? Oui, parce que c'est... de soja et... voilà, ils vont contenir du coup des probiotiques. Il y a les boissons probiotiques comme le kéfir, il y a le kéfir de lait, le kéfir de fruits, le kombucha qui est fait sur une base de thé vert. Ça c'est génial à venir consommer régulièrement. Vous avez les légumes lactofermentés, notamment celui qui est très connu, c'est le chou cru, de la choucroute, qu'on peut mettre avec une petite touche, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe dans son assiette chaque jour. Ça va venir donner cette information et ensemencer le microbiote. Il y a le kimchi qui est connu aussi, c'est du chou fermenté. Tous les légumes lactofermentés qu'on va pouvoir faire soi-même ou acheter dans le commerce dans des bocaux de verre. Vous avez la soupe miso aussi qui est très riche en probiotiques. Voilà, ensuite il y en a plein d'autres, mais apporter ces aliments probiotiques va être vraiment intéressant pour entretenir notre microbiote intestinal. Et ça, c'est vrai que je le propose régulièrement. Les graines de lin ou les graines de chia, je les propose souvent pour leur richesse, notamment en oméga 3, en antioxydants, en lignane, notamment pour les graines de lin, donc qui sont des antioxydants importants. Elles vont contenir beaucoup de protéines, d'oméga 3 aussi, les fameuses oméga 3 dont je parle souvent en consultation. Et voilà, ça c'est des sources intéressantes. Donc qu'on peut saupoudrer dans ses salades, sur ses fruits. Alors oui, alors c'est un mariage intéressant. Voilà, c'est intéressant. Alors les graines de lin, pour en avoir les bénéfices, faut les mixer. Faut les moudre parce que sinon elles finissent facilement aux toilettes parce qu'elles ne vont pas être dégradées et souvent en plus la mastication n'est pas suffisante. Donc le fait de les moudre va permettre d'obtenir vraiment, de bénéficier des propriétés. Attention d'ailleurs quand on les mixe, c'est qu'il ne faut pas faire des quantités d'ailleurs trop importantes parce que les oméga 3 s'oxydent facilement et donc du coup on va plus ensuite avoir les bénéfices. Donc mixer des petites quantités, le mettre au réfrigérateur pour éviter que les oméga 3 s'oxydent et puis refaire tous les 1 ou 2 jours des petites quantités de graines de lin et là venir effectivement saupoudrer sur des légumes crus ou cuits ou sur du riz, des pâtes. Ça va venir apporter des touches d'oméga 3, de fibres, d'antioxydants, de protéines, de minéraux. Les graines de chia sont très riches en calcium notamment. Il y a tout un tas de minéraux intéressants dedans. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il était important de mettre ces huiles au frigidaire, notamment les huiles de noix. Je l'ai appris récemment. Donc, oui. C'est parce que ça s'oxyde en fait. Ça s'oxyde. En fait, toutes les huiles riches en oméga 3, donc notamment l'huile de noix dont vous parlez, l'huile de lin aussi qui est extrêmement riche, c'est la plus fragile des huiles riches en oméga 3, sont très très sensibles à la lumière et à l'oxydation. Donc c'est important effectivement de choisir tant que possible des petits contenants, donc pas des grosses bouteilles, sinon si on les consomme en plusieurs mois, elles ont le temps de s'oxyder. Donc des petits contenants en verre foncé si possible et les mettre au réfrigérateur pour éviter donc des différences de température et puis l'altération par la lumière et l'oxydation. Très clair. Donc, mettez bien vos huiles au réfrigérateur. Donc, les huiles de lin, de chanvre, de colza, de noix, de cameline, voilà, tout ça au réfrigérateur. Pas besoin pour tout ce qui est huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de tournesol, dont de toute façon, je ne recommande pas la consommation. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en avoir chez soi. Voilà, parce qu'on a l'huile de chanvre et l'huile de lin, toujours. Voilà. Et attention aussi, tout ce qui est huile riche en oméga 3, il ne faut pas les cuire. Donc, celles-là, on les garde pour tout ce qui est assaisonnement. Les salades ou pour mettre en cru sur des légumes cuits, il n'y a aucun souci. Pourquoi il ne faut pas les cuire ? Parce que ça va altérer aussi les propriétés nutritionnelles, notamment les oméga 3. Donc l'huile d'olive, on la garde pour la cuisson et les huiles riches en oméga 3 pour les assaisonnements. Et là, on a un très très bon combo oméga 3, oméga 9, très chouette. Oriane, je voulais qu'on parle aussi du bio. Est-ce que c'est important de manger bio dans tous ces repas ? Quelle est votre position sur le sujet ? Déjà, on fait comme on peut, parce que le bio a un réel coût, à moins d'avoir son potager chez soi, mais ce qui est quand même assez rare, en tout cas à Paris et région parisienne.
je suis assez pour la consommation de bio. Ensuite, on peut faire peut-être des choix parce qu'effectivement, ça a un coût assez énorme. Je pense que si on doit catégoriser le bio, quand il y a besoin de catégoriser, je privilégie de proposer notamment les matières grasses à les prendre en bio, parce que les pesticides souvent se logent au niveau des graisses. Tout ce qui est beurre, huile, si on peut, c'est le prendre en biologique. Et puis les fruits et légumes qu'on ne va pas pouvoir peler à la rigueur, type fraises, framboises, brocolis, tout ce qu'on ne va pas pouvoir peler. Ça me paraît être intéressant de les prendre en biologique. À savoir qu'en termes nutritionnels, visiblement, il y a eu plusieurs études, il y en avait qui se contredisaient, mais les dernières études montreraient qu'il y a quand même plus d'antioxydants dans les aliments biologiques, pour une raison qui serait que les légumes, s'ils contiennent les pesticides, ont beaucoup moins à se défendre contre les agressions, que ce soit des champignons ou autres, qu'un légume qui ne subit pas les pesticides. Et donc, les aliments bio, les fruits et légumes bio, doivent, eux, beaucoup plus se défendre par le biais des antioxydants, et donc leur teneur à terme est plus riche. Donc ça paraît aussi plus intéressant. Et puis souvent, en fait, dans l'agriculture biologique, les fruits sont... Alors normalement, il y a bio et bio malheureusement maintenant, mais dans la vraie agriculture biologique, normalement les fruits et légumes sont cueillis à maturité. En conventionnel, c'est pas forcément le cas. Les sols normalement sont plus riches aussi. Donc ce qui fait que le fruit et le légume biologique va être à teneur plus intéressante, notamment en polyphénol. Ensuite, j'ai pas envie de créer des injonctions, du stress chez les gens, parce que c'est un vrai coût et tout le monde ne peut clairement pas consommer bio ou tout en bio. Donc il y a des choix à faire, mais c'est bien quand même de pouvoir faire des choix éclairés, de savoir quand on peut peut-être se tourner vers certains aliments et voilà. Mais comme je disais, il y a aussi maintenant bio et bio. On a différents magasins qui vont vendre du bio. Les chartes d'un pays à un autre sont pas forcément les mêmes. Donc ça se questionne parce qu'on peut avoir du bio mais qui vient de l'autre bout du monde. Donc quel est l'impact environnemental ? Oui. Y a plein de questions. En fait, moi personnellement, ça me fait rebondir sur tout un tas de choses qu'on va pas forcément pouvoir aborder maintenant. Mais oui, à la base, je suis pour le bio, mais quel type de bio, quoi. Oui, effectivement, il y a d'autres considérations après qui entrent en jeu. Exactement. Est-ce que c'est cultivé sur le sol, à proximité ? Exactement. Parce que si on a effectivement des courgettes qui sont biologiques, mais qui ont été cultivées à l'autre bout de la planète, il vaut mieux certainement prendre une courgette en agriculture raisonnée, mais qui soit locale, quoi. Ouais. Et qu'on a été chercher chez son petit agriculteur proche, dans son AMAP ou autre. Il y a des choix à faire, et je pense qu'il y a plein de considérations et de facteurs qui doivent être pris en compte maintenant dans notre manière de s'alimenter. Très bien, mais c'est bien de savoir qu'effectivement, il y a des aliments qu'on peut privilégier dans nos choix du bio. Effectivement. Et aussi, si les gens veulent consommer des aliments complets, notamment des céréales complètes ou semi-complètes ou des pains complets, là, j'encourage fortement aussi de se tourner vers des céréales ou des pains biologiques, parce que il faut savoir que les pesticides se retrouvent beaucoup dans les coques et dans ce qui va entourer, en fin de compte, la céréale. Et donc, du coup, si on se retrouve avec une céréale complète, mais de culture conventionnelle, on se retrouve avec une bombe de pesticides, finalement, enfin une grosse quantité de pesticides. Et donc, auquel cas, les bénéfices, est-ce qu'ils sont les mêmes ? Je ne suis absolument pas certaine. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut peut-être privilégier en biologique. Vous intervenez aussi en entreprise, alors c'est une approche un peu différente et je voulais qu'on finisse par aborder ce sujet. Pourquoi on vous sollicite en entreprise et en quoi l'approche est différente versus une approche un peu plus individuelle ? Oui, tout à fait. Alors en entreprise, j'interviens plus sur soit des conférences, soit des ateliers que je vais proposer du coup ce sont des groupes souvent,
Et donc ça va être sur différents thèmes. Donc c'est souvent dans le cadre de bien-être au travail. Donc ça peut être des thèmes notamment d'équilibre alimentaire ou comment réaliser des lunchbox équilibrés pour le midi, faire des initiations aussi à l'aromathérapie ou connaître les différentes plantes à faire en mélange, en infusion. Voilà, il y a différentes choses sur lesquelles je peux intervenir, ou alors des sujets vraiment à thème. Je pense à un sujet sur lequel j'étais intervenue, les différentes protéines, notamment protéines animales, végétales, comment manger aussi moins de viande au quotidien. Ça a été un thème qu'on m'avait demandé d'aborder en entreprise. Donc voilà, c'est des thèmes peut-être un peu plus généraux, et puis c'est souvent des groupes que je vais accompagner, donc soit sous un petit atelier avec des échanges, soit de manière un peu plus formelle avec une conférence que je vais animer. Voilà, donc ça c'est en entreprise. Et puis j'interviens aussi pour les collectivités, notamment j'étais intervenue avec la mairie d'Asnières, pour différentes associations aussi. Je suis intervenue pour l'association AIDS, et j'interviens pour la Fédération de cardiologie aussi. Et donc là ce sont des ateliers, soit de prévention cardiovasculaire, soit d'équilibre nutritionnel. Très bien. Pour finir cette conversation, est-ce que vous auriez un livre à conseiller à nos auditeurs, auditrices pour aller plus loin sur le sujet, un livre que vous avez trouvé intéressant et que vous auriez envie de nous partager aujourd'hui ? Oui. Alors, il y en a plein, mais il y en a un dernièrement, les derniers mois qui était sorti, que j'ai trouvé chouette et vraiment bien à lire pour tout le monde, qui donne plein d'infos. C'est Glucose Révolution. C'est une journaliste qui a fait ce livre, qui a écrit ce livre, et ça donne plein d'infos, notamment donc sur le concept d'index glycémique et de charge glycémique, et c'est une des bases fondamentales de la nutrition, et je trouve qu'il est très abordable et qu'il donne vraiment de nombreuses clés. Donc j'encourage cette lecture. Donc Glucose Révolution. Glucose Révolution, effectivement, moi je l'ai lu, je l'ai trouvé fantastique et très abordable, très facile pour des néophytes, on va dire, du sujet. Et il donne plein d'infos, vraiment plein d'infos. Pour quelles raisons on va privilégier les crudités en entrée, par exemple. Moi, je le conseille en consultation, mais là, du coup, c'est expliqué toutes ces raisons avec l'index glycémique, etc. Donc vraiment, vraiment chouette à lire. Donc ça peut être la lecture de l'été au bord de la mer. Voilà. Super, merci beaucoup Oriane pour cette conversation très riche, très instructive, et avec grand plaisir. Pour ce temps, ce fut un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.